secrets de l'univers de Théo Drieux. J'ai déjà fait la première partie du premier secret. Je me suis dit que je vais pouvoir te lire la suite et la fin du premier secret de l'univers en une sorte de podcast. Donc, je vais mettre le début qu'il y a eu dans ma vidéo des 1000 abonnés. Donc je vais mettre le début du secret et ensuite je vais te lire la suite et la fin de ce secret du fameux calendrier. Comme ça, tu auras tout le secret dans une seule et même vidéo podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Profite bien de tous ces merveilleux mots et de toutes ces merveilleuses connaissances. Bonne écoute, détends-toi bien avec moi et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. ASMR. Le monde ne mourra jamais par manque de merveilles, mais uniquement par manque d'émerveillement. Citation de Gilbert Keith Chesterton. Aussi loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours été accompagnée de si fidèles amis à qui je dois l'ensemble de ce que j'ai appris. On peut les appeler quand, où, quoi, comment et pourquoi et qui. Ils font, je pense, partie des ingrédients essentiels de l'augmentation du goût de la vie. Et à force de les mettre à toutes les sauces, j'ai été fascinée par ce que l'homme, le terme d'homme embrasse évidemment aussi les femmes, est capable d'apprendre sur le monde qui l'entoure. Je me suis plongée dans la science et ses outils qui nous permettent de partiellement lever le voile sur les mystères du cosmos, des lois qui le gouvernent, de la matière, de la vie, du temps qui passe et de nos origines. J'ai vu la science comme une méthode permettant de prendre de la hauteur et un peu de recul pour faire de la magie sans les mensonges, mais aussi une arme de réflexion et de distraction massive. Avec délice, j'y ai trouvé une partie des réponses que je cherchais, ainsi que bon nombre de questions vertigineuses que je ne m'étais jamais posées. Et lorsqu'on m'a proposé d'écrire un livre sur le sujet, je n'ai pas su lequel choisir. N'étant spécialiste de rien, ayant toujours préféré savoir un petit peu de tout, plutôt que tout d'un petit peu, j'ai donc décidé d'assumer ces centres d'intérêt disparates et bariolés.
Quand le monde a-t-il commencé? D'où venons-nous? De quoi les choses sont-elles faites? Comment fonctionne l'intérieur de ma tête et celui d'une étoile, d'une planète? Il en ressort, maladroitement retranscrite dans cet ouvrage, une sélection de découvertes et d'événements s'étalant dans l'espace et le temps et dans le temps. Ces histoires, qu'elles aient lieu là, maintenant, en vous, dans l'infiniment petit, au cœur de la matière, ou qu'elles soient situées à des millions d'années-lumière, dans des ailleurs hallucinants, concentrent toutes subjectivement lovées en elles un zeste de sublime parfois entremêlé d'une sensation diffuse d'absurdité. Ça m'émeut de ouf. Dans tous les cas, si vous n'avez pas peur des douces cacophonies de la nature, si vous considérez que consacrer quelques heures de votre vie au milieu de phénomènes tapis en creux dans une milliseconde, comme aux distances temporelles effarantes qui nous précèdent, n'est pas du temps perdu, alors ce livre est fait pour vous. Mais gardez en tête qu'en tournant ces pages, vous allez vraisemblablement perdre l'esprit, car la réalité peut parfois dépasser la fiction comme si, dans le fond, la nature avait plus d'imagination que les plus délurés de nos contes de fées, souvent dépassés par ces contes de fées, FAIDS. Déjà, ça nous met dans l'ambiance. Je vais vous lire le premier secret et puis je pense que comme il est déjà assez long et je crois j'ai tourné quelques pages, il est déjà extrêmement vertigineux. Je ferai, parce que je crois que du coup chaque secret est un peu long, donc je pense que je referai peut-être 3 vidéos de un secret chacune, comme ça il n'y a pas tout d'un coup et puis ça me laisse aussi le plaisir de continuer de lire doucement ce magnifique livre. Alors, tout le temps qui s'est écoulé, le passé c'est l'éternité morte, citation d'Alexandre Dumas. Ce livre, et puis je pense qu'il faut le lire dans l'ordre, donc je vous lirai peut-être il y en a 34, peut-être 4 ou 5 secrets, et puis après je vous laisserai, si vous le souhaitez, vous procurer le livre pour voir la suite. Ce livre concentre beaucoup d'histoires, mais puisqu'il faut bien commencer quelque part, autant prendre ce moment. Vous lisez là, dans votre présent. Maintenant, tentez de vous représenter à quelle distance de vous se situe votre premier baiser. Est-il plus proche de l'an 2000 ou de l'invention d'Internet en 1983? En 1515, c'est Marignan, oui, mais avant. À quand remonte la maîtrise du feu par les premiers hommes? À quelle distance temporelle ces premières flammes se situent-elles par rapport à nous ou à l'extinction des dinosaures ou à la formation de notre soleil? Quand on n'a pas la mémoire des dates, on en est souvent réduit à résumer toutes ces durées en se disant « Ces événements se sont déroulés il y a très longtemps, les plus lointains d'entre eux remontent à la nuit des temps. » C'est pourquoi quand on souhaite se représenter les distances temporelles parfois monstrueuses qui nous séparent d'événements passés, on peut faire appel à des frises chronologiques. En utilisant ces lignes temporelles, on parvient alors à se situer et
et à mettre ces événements en perspective les uns par rapport aux autres. Donc je vous montre, il y a des frises. Ainsi, peut-on rendre compte du fait que les Romains qui vivaient en l'an 400 sont dans le temps plus proches de nous que la construction des grandes pyramides ne l'était d'eux. Et ces monuments sont de même 3 fois plus près de notre présent que des peintures de la grotte de Lascaux, réalisées en moins 15 000 approximativement. Quant à la domestication du feu par les premiers hommes, elle se situe près de 30 fois plus loin de notre présent que ne le sont les peintures de Lascaux. Voilà, on est en plein dedans. La maîtrise de ces premières flammes est elle-même 150 fois plus proche de nous que de l'extinction des dinosaures, moins 66 millions d'années, qui, à l'échelle de la frise précédente, se situerait à 150 pages de là. Je m'en doutais. Rien n'est laissé au hasard, ni dans les pages, ni dans les nombres, ni dans rien du tout. C'est fascinant. Continuons notre petit jeu en représentant les 13,8 milliards d'années d'existence de notre univers. Cette fois-ci compressée le long d'une ligne temporelle courant de la première à la dernière page de cet ouvrage, laquelle correspondrait à notre présent. Sur celle-ci, chaque ligne traversant 2 pages équivaut à 78,4 millions d'années. Chaque centimètre représente une durée de 2,6 millions d'années et la longueur de ce trait donc il y a un petit trait dessiné, cette toute petite ligne de temps correspond sur notre frise à 260 millénaires. Dès lors, on peut avoir une vision générale de tout le temps qui s'est écoulé depuis que le monde est monde. Et vous n'avez plus qu'à faire défiler les pages pour traverser la grande histoire. Malheureusement, bien qu'une telle frise ait le talent de nous vriller l'arrière du crâne, en plaçant en perspective les durées délirantes qui nous séparent d'événements situés dans les passés si lointains, elle présente aussi un défaut majeur. Cette représentation rend difficilement compte des distances temporelles qui séparent des événements relativement rapprochés les uns des autres. Songez que, placée sur la frise qui court tout le long de cet ouvrage, la distance qui sépare notre présent de la construction des grandes pyramides tiendrait dans un tiers d'un dixième de millimètre. Nous voici confrontés à l'impossibilité de distinguer à l'œil nu notre présent d'événements s'étant déroulé il y a plus de 5000 ans. En réalité, même à l'aide de ces lignes temporelles, on en vient rapidement à perdre le fil. L'immensité des durées qui nous précèdent crée des frises chronologiques trop longues pour être appréhendées d'un seul regard. Heureusement pour nous, il existe un moyen astucieux permettant de percer les secrets du temps plié. Il prend la forme d'un étrange et ingénieux calendrier cosmique imaginé en 1977 par le génialissime Carl Sagan. Le principe de ce calendrier est de compresser tout le temps qui s'est écoulé, les 13,8 milliards d'années d'existence de notre univers, jusqu'à les faire tenir non pas sur une ligne temporelle, mais dans une seule de nos années. Ainsi, dans ce calendrier cosmique, chaque mois représente 1,15 milliard d'années, chaque jour 37,8 millions d'années, chaque heure 1,6 million d'années, chaque minute 26 millénaires et chaque seconde 438 ans. Sur ce calendrier, la naissance de notre univers, le Big Bang, se situe le 1er janvier à minuit et notre présent se trouve au soir du 31 décembre à 23h59 minutes
surtout de rendre compte des distances temporelles qui séparent les événements les uns des autres. Pour s'en convaincre, partons revivre dans les grandes lignes l'année cosmique qui vient de s'écouler. Donc le 1er janvier à minuit. 0h00. Tout commence ici par le Big Bang. Soyons honnêtes, pour se faire une toute petite idée de ce qu'a pu être le Big Bang, le mieux est encore de mettre à la poubelle le bon sens, votre cerveau, les concepts de début et de fin, et la poubelle elle-même. Tout en vous, tapant la tête contre le mur, dit de Planck entre chaque mot des phrases précédentes. Car quand on commence cette histoire, on est toujours un peu en retard face à un mur, une limite qui n'est pas le zéro. Entre l'instant zéro inaccessible et ce moment, nos connaissances s'effondrent. C'est le néant, ou plutôt l'inconnu, car aussi loin qu'on puisse remonter l'univers est déjà néant zéro, plus précisément 0, plein de 0, 1 seconde après le temps dit de Planck dans la réalité. Ce mur, situé à 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang, est tout simplement l'instant avant lequel les équations des physiciens commencent à péter les plombs. Avant le mur, le bébé univers défie les lois actuelles de la physique. Densité et température deviennent infinies et les équations perdent pied. C'est ce que les physiciens appellent une singularité. Dans un sens, l'univers se planque de l'autre côté de ce rideau. Et lorsqu'il s'ouvre enfin, l'univers observable est confiné dans un volume minuscule, 10 puissance moins 33 cm, des millions de milliards de fois plus petit que la taille d'un atome. Ici se trouve tout ce qui existe, a existé et existera un jour, atomes, planètes, étoiles et galaxies. Non seulement ici mais partout, tout est potentiellement là, en ce point réuni. Dans l'univers, rien de solide n'existe encore. Pratiquement, toute sa masse est sous la forme d'une énergie colossale. Le thermomètre affiche 100 000 milliards de degrés. Et à partir de ce point minuscule, dans un laps de temps incroyablement petit, entre 10 puissance moins 35 et 10 puissance moins 32 secondes dans la réalité, le bébé univers entre en crise de croissance. C'est l'inflation accélérée. Il se met à enfler, à se dilater dans des proportions qui défient l'imagination. Son rayon est multiplié par 10 puissance 50. Il serait tentant de se représenter l'univers en expansion comme une sorte de point suspendu dans un vide obscur et sans bord. Mais il n'y a pas autour de l'univers en expansion, pas d'extérieur. On ne peut pas admirer le Big Bang depuis un poste d'observation éloigné. Il n'existe aucun endroit où se retirer. L'univers n'est pas en expansion dans un vide plus grand que lui. Le seul espace qui existe en celui est celui qu'il crée en se dilatant. Le Big Bang n'est pas quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de l'univers, car le truc qui fit bang est l'univers lui-même. En une fraction de seconde, il a posé de bonnes bases, matière, énergie, espace et temps, et 4 forces fondamentales, 4 fantastiques pour les gouverner tous. Ce sont les 4 chefs d'orchestre qui fixent les règles du jeu et sont responsables de tous les phénomènes qu'on observe dans la nature. La première à se déployer la gravité, à 10 puissance moins 43 secondes dans la réalité et 10 puissance moins 32 degrés. Dotée d'un pouvoir d'attraction sur la matière, elle est une force qui déforme, tend, tire et étire les ficelles du tissu de l'espace-temps. C'est elle qui fait que plus les courbes sont prononcées, plus le temps passe lentement. Elle explique comment 2 corps s'attirent, mais pas pourquoi les gens tombent amoureux. Puis vient l'interaction forte, à 10 puissance moins 35 secondes dans la réalité et 10 puissance moins 27 degrés Celsius, qui assure la cohésion des noyaux atomiques et cimente la matière, suivi de près par l'électromagnétisme à 10 puissance moins 12 secondes dans la réalité et 10 puissance
10-15 degrés Celsius qui pilotent la lumière, l'électricité, le magnétisme, les réactions chimiques, et enfin l'interaction faible qui se cache derrière la radioactivité et permettra entre autres aux étoiles de briller. Pendant ces premiers millionièmes de seconde, l'univers est alors une soupe primitive, infernale. Les particules élémentaires qui s'y déplacent ont des vitesses proches de celles de la lumière. Un simple électron peut contenir autant d'énergie qu'un TGV lancé à grande vitesse, et la matière y prend la forme d'une purée uniforme qui baigne dans du rayonnement et sans structure d'aucune sorte. Si, du début, vous n'avez pas tout compris, c'est qu'en fin de compte, vous êtes saint d'esprit. Car perdre ses repères est toujours le prix à payer pour s'être aventuré dans des temps aussi reculés. À cette époque, pour d'hypothétiques yeux humains, il n'y aurait rien à voir. L'univers est alors si dense qu'il empêche toute lueur de passer. Les rayons lumineux y sont sans arrêt absorbés, réémis, réabsorbés par un brouillard incandescent et opaque. L'espace continue à se dilater au point que, quand la température passe sous la barre des 2700 degrés Celsius, noyaux atomiques et électrons se combinent. Nous venons de passer le premier quart d'heure du calendrier cosmique, 380 000 ans dans la réalité. Nous sommes le 1er janvier. Nous sommes le 1er janvier à minuit et quart, et toute la lumière du monde peut enfin circuler. 1er janvier, minuit 15. Partout, en même temps, l'univers entier passe presque instantanément d'opaque à transparent, produisant un flash d'une intensité considérable. Il se retrouve baigné d'une lueur orangée qui va doucement se fatiguer et refroidir. Les vestiges de cette lumière fatiguée par 13,8 milliards d'années de voyage dans l'espace sont encore aujourd'hui visibles dans le ciel sous la forme du rayonnement fossile. Un infime murmure radio qui baigne le ciel tout entier et qu'on peut capter quelle que soit la direction qu'on observe. Si vous disposez d'un vieux poste de télévision cathodique, vous pouvez même en apercevoir les effets. Sur un canal où il neige, environ 1% des perturbations qu'on voit danser à l'écran sont dues à ce rayonnement qui vient créer du bourdonnement parasite. La prochaine fois que vous trouvez qu'il n'y a rien à la télé, rappelez-vous qu'il existe une chaîne qui diffuse la naissance de l'univers. L'espace qui continue son expansion étire progressivement les longueurs d'onde qui vont passer par le rouge avant de sortir du domaine visible. En à peine quelques secondes à l'échelle du calendrier, dans cet univers sans étoiles, les ténèbres font leur retour. Elles vont régner pendant 3 jours, 100 millions d'années dans la réalité. 3 janvier. D'immenses nuages de gaz s'effondrent maintenant sur eux-mêmes. Ils vont, dans la foulée, allumer les toutes premières étoiles qui sortent de l'univers de l'obscurité. La matière aux grandes échelles commence à se structurer et d'ici une quinzaine de jours, les nuages de gaz et les premières étoiles vont se regrouper pour former les premières galaxies. 13 janvier. Voilà que l'univers se dote de milliards de structures galactiques, chacune d'entre elles contenant suffisamment de gaz et de poussière pour allumer des centaines de milliards d'étoiles. Pourtant, notre Soleil, tout comme la galaxie dans laquelle nous sommes, la Voie lactée, n'existe pas encore. Pour voir cette dernière se former, il va falloir patienter jusqu'au 15 mars. Notre galaxie commence à être modelée. Elle ne ressemble alors en rien à ce qu'elle est aujourd'hui. Comme la quasi-totalité des jeunes galaxies, elle héberge à cette époque en son centre un trou noir supermassif et très actif, un quasar. Celui-ci, théâtre de gigantesques jets de matière et de rayonnement, ne restera tout au plus actif que quelques heures, voire quelques jours à l'échelle du calendrier. Puis, lors des 2 mois qui suivent,
dans un balai de nuages de gaz qui s'entremêlent, s'influencent et se perturbent, notre galaxie va en incorporer de plus petites. Sous l'action de la force centrifuge, les ensembles de gaz qui la constituent commencent à se regrouper et l'ensemble s'aplatit pour prendre lentement la forme d'un disque. Nous sommes maintenant à la mi-mai. La Voie lactée s'est dotée de la forme spiralée qu'on lui connaît. C'est dans son plan que se concentre désormais la formation des nouvelles étoiles. Parmi les centaines de milliards d'astres qui s'y trouvent, aucun n'est encore notre Soleil. Pendant 3 mois et demi à l'échelle du calendrier, des étoiles naissent, vivent, d'autres meurent et explosent en éjectant leur matière. Des nébuleuses se déchirent, des nuages de gaz interstellaires s'effondrent sur eux-mêmes et l'un d'entre eux commence à former notre système solaire. Nous sommes au soir du 31 août. Dans le second bras spiralé d'une galaxie parmi tant d'autres, un immense nuage de gaz moléculaire et de poussière éparpillé dans un volume de plusieurs années-lumière de diamètre commence à se contracter sous l'effet de son propre poids. Notre système solaire est en train de naître. S'effondrant sur elle-même, les nappes de gaz accélèrent et l'ensemble se met à tourner. En l'espace de quelques heures, 1 à 10 millions d'années dans la réalité, sous l'effet combiné de la gravité et de la rotation, la majorité de la matière va s'accumuler au centre dans une bulle de gaz en condensation. Au centre du système, la contraction gravitationnelle a fait monter la pression et la température. Les atomes y entrent en collision de plus en plus fortement, et lorsque dans ce brasier agité de thermomètre atteint 2 millions de degrés, les atomes y entrent en collision de plus en plus fortement, et lorsque dans ce brasier agité le thermomètre atteint 2 millions de degrés, des noyaux d'hydrogène, plus précisément de deutérium, vont occasionnellement se mettre à fusionner, créant ainsi une source d'énergie interne qui s'oppose à la contraction. Profondément enfouie derrière un voile de gaz opaque qu'elle éclaire faiblement depuis l'intérieur, une étoile banale et exceptionnelle car c'est la nôtre vient de s'allumer. Parallèlement, une partie de la matière s'est étalée sur un plan pour y former un disque protoplanétaire. Ici, dans ce milieu turbulent, se trouve toute la matière qui va donner naissance aux futures planètes du système. De minuscules grains de poussière coagulent et grossissent au gré des collisions. Ils sont des points de départ des mondes à venir. En quelques minutes du calendrier, quelques millénaires dans la réalité, certains d'entre eux deviennent des blocs de l'ordre du kilomètre. Se croisant sur des orbites fortement instables, ils fusionnent, se percutent les uns avec les autres, s'agrégeant encore de plus en plus gros, et finissent par former des planétésimaux. Ces embryons de planètes de taille comparable à la Lune commencent à nettoyer leur orbite en les débarrassant lentement des poussières qui s'y trouvent, et ce faisant, ils continuent à prendre de l'ampleur. D'ici quelques heures, il ne restera dans la partie interne du système qu'une petite douzaine de protoplanètes. 1er septembre. Au centre du système qui porte son nom, trône maintenant une étoile qui a changé de carburant. Le roi Soleil est devenu une étoile stable, entrée dans sa séquence principale et dont le moteur thermonucléaire ronronne à l'hydrogène. Une journée aura été nécessaire à l'astre naissant pour aspirer à lui la quasi-totalité des gaz alentour. La chaleur et les vents solaires qu'il produit agissent désormais tels des chasse-neige sur les gaz et les poussières environnantes qui, repoussés en périphérie, vont alimenter la formation des géantes gazeuses. Sur les trajectoires des orbites encore imparfaitement nettoyées,
ne restent plus que des blocs suffisamment massifs pour avoir résisté à la chaleur et à l'intensité de la jeune étoile. Le 2 septembre, la formation du système est maintenant achevée. Un peu plus d'une journée à l'échelle du calendrier, 50 millions d'années dans la réalité, a été nécessaire pour que 99,86% de la matière du nuage initial se retrouve dans l'étoile, et près des 2/3 de la matière délaissée par le Soleil se sont retrouvés dans la géante Jupiter. Le reste du système s'est partagé les miettes. C'est avec une toute petite partie de ces 0,05% de matière délaissée par l'étoile et Jupiter que notre planète Terre s'est formée. Lorsque la Terre apparaît, les 2/3 de l'histoire de l'univers se sont déjà écoulés. Quant à l'aspect de cette Terre des temps reculés, disons que si vous disposiez d'une hypothétique machine à remonter le temps pour la visiter, la première chose que vous feriez après en être sorti serait de remonter dedans avec une partie de vos jambes en moins. Notre monde, qui vient à peine de naître, est une planète infernale, entièrement recouverte d'un unique océan de lave de plusieurs centaines de kilomètres de profondeur. Il n'y a alors aucun paradis sur Terre, tout n'est qu'un véritable enfer. Un enfer dépourvu de lune jusqu'au soir du 3 septembre, lorsque notre satellite fait son entrée fracassante dans un grincement de fin du monde. La Terre primitive rentre alors en collision avec une protoplanète de la taille de Mars. Il y a 4,51 milliards d'années dans la réalité. Sous la violence inouïe du choc, les deux astres fusionnent et une partie de la matière éjectée par l'impact va former un anneau de débris qui, en moins d'une seconde à l'échelle du calendrier, quelques dizaines d'années dans la réalité selon les simulations, vont s'agglomérer pour former la Lune. Notre satellite est alors 20 fois plus près de nous qu'il ne l'est aujourd'hui, situé à 22 000 km de la surface de la Terre contre 400 000 actuellement. L'impact a également accéléré la rotation de la planète qui tourne alors 4 fois plus rapidement sur elle-même qu'elle ne le fait actuellement. À la surface, les puissants effets de marée engendrés par la proximité de notre satellite soulèvent littéralement le sol en fusion, provoquant parfois des marées de lave. Le 6 septembre, un voile sombre et opaque a fini par se former dans le sillage du dégazage des océans magmatiques qui dotent progressivement la planète d'une atmosphère surchauffée et dense, riche en méthane, dioxyde de carbone, hydroxyde de soufre et en vapeur d'eau. Le 10 septembre, la Terre, toujours incandescente, est le théâtre d'éruptions permanentes. De gigantesques failles volcaniques palavrent de toutes parts la planète. C'est par ces fissures qui crachent leur lave sur des milliers de kilomètres que s'échappe le trop-plein d'énergie accumulée par les collisions à répétition et celles provenant des matériaux radioactifs que la Terre contient et qui la réchauffent de l'intérieur. Dans cet enfer, on pense que la pression au sol qui avoisine les 200 bars agit comme un couvercle sur une cocotte minute et permet à l'eau de se maintenir à l'état liquide malgré une température atmosphérique de plus de 300 degrés Celsius. Pendant les heures qui suivent, à peine le sol brûlant touché, l'eau retourne à l'état de vapeur, jusqu'à ce que, dans cet environnement de pluie torrentielle, sous un ciel pesant 200 fois plus lourd que le nôtre aujourd'hui, la température est suffisamment chutée pour que,
se former les tout premiers océans à la limite de l'ébullition. Fortement chargés en métaux dissous et pauvres en oxygène, ceux-ci prennent des teintes de rouille verte. À l'horizon, il n'existe aucune chaîne de montagnes, aucun continent. Seuls les volcans percent les eaux peu profondes dont le niveau va bientôt se mettre à monter. « 13 septembre, moins 4,1 milliards d'années dans la réalité. La migration des planètes géantes vers la partie externe du système solaire est venue repousser et déstabiliser les ceintures d'astéroïdes qui se retrouvent à plonger vers l'intérieur du système. C'est le début du grand bombardement tardif, un pilonnage en règle et intensif qui va s'étaler sur une petite semaine à l'échelle du calendrier, environ 200 millions d'années dans la réalité, et marquer la Lune à jamais. Elle garde encore aujourd'hui à sa surface les stigmates de ce grand bombardement sous la forme de gigantesques cratères d'impact. Sur Terre, ceux qui sont alors creusés vont être effacés par l'érosion, le volcanisme et le mouvement des plaques qui renouvellent la croûte en surface. Si au cours de cette semaine, le feu nourri apporte sur Terre la désolation, il transporte aussi un trésor. Les grandes quantités d'eau piégées dans ces roches venues du ciel vont progressivement faire monter le niveau global de tous les océans. Cette pluie d'astéroïdes s'estompe aux alentours du 20 septembre. La vie apparaît dans les océans primitifs, on ne sait pas précisément où ni comment. Toujours est-il qu'un tout petit sac de produits chimiques, une sorte de chaos en équilibre dynamique, s'est mis à avoir le hoquet, comme s'il implosait ou se dupliquait. D'insignifiantes petites bulles sont ainsi devenues des cellules, sortes de filtres sans queue ni tête, des boules de vie d'un micron à peine. On retrouve ainsi dans les formations géologiques datant de ces époques les traces de l'activité d'archées, des organismes unicellulaires se nourrissant d'ions ferreux d'où ils tirent leur énergie. Une dizaine de jours plus tard, sur les rivages des océans primitifs, on retrouve d'étranges structures, des stromatolites. 30 septembre, vers moins 3,5 milliards d'années. De larges dépôts de carbonate fossiles sont formés par l'activité de cyanobactéries, des tapis microbiens organisés en colonies qui pratiquent une nouveauté, la photosynthèse. En utilisant l'énergie du soleil, l'eau et le gaz carbonique de l'air pour former du sucre ou du dioxygène, ces nouvelles formes d'êtres vivants vont au fil du temps se multiplier au point d'avoir une influence à l'échelle de la planète entière. L'activité de certaines formes de vie primitive commence à libérer de grandes quantités d'oxygène qui, en se combinant avec le fer dissous dans les océans, le font lentement précipiter. Au cours des semaines qui suivent, cela forme de grands dépôts de rouille. Océan et mer passent d'une couleur vert clair à des teintes orangées, rouges ou tirant vers le violacé. Et lorsque tout le fer dissous se retrouve oxydé et déposé au fond des mers, les océans commencent à troquer leur teinte orangée pour le bleu qu'on connaît. « 29 octobre, vers moins 2,45 milliards d'années. Sous l'action du vivant, la grande oxydation commence. C'est au tour de l'atmosphère de se charger en oxygène et aux terres émergées de rouillé. Les roches de surface, riches en fer, s'oxydent et passent d'une teinte verdâtre caractéristique d'un milieu réducteur à des aspects bigarrés d'orange et de rouge. Il est fort probable que vous ayez actuellement chez vous des objets que l'activité de ces formes de vie primitive a contribué à former.
90% du minerai de fer exploité dans le monde aujourd'hui provient de formations géologiques datant de ces époques. En parallèle, en attaquant les minéraux et en se liant à eux, l'oxygène contribue à faire exploser leur variété. Au cours de cette période, le nombre de minéraux présents sur Terre va passer de quelques 2500 types différents à près de 4500. Les organismes capables de respirer, d'utiliser l'oxygène pour produire de l'énergie, prennent peu à peu le pas sur ceux pratiquant la fermentation, qui sont majoritairement intoxiqués par l'arrivée en masse de l'oxygène. Sur l'ensemble de la planète, toute l'activité du vivant se cantonne sous l'eau, voire sous la glace. 30 octobre. Vue de l'espace, notre planète bleue ressemble désormais à une gigantesque boule de neige. Entièrement recouverte d'un épais manteau de blanc, elle est entrée dans une période glaciaire du genre colossal, qui va maintenir son emprise gelée pendant plus d'une semaine de notre calendrier. C'est la glaciation huronienne qui s'étend de moins 2,4 à moins 2,1 milliards d'années dans la réalité. Le 6 novembre, vraisemblablement sauvé de ce bourbier glacé et enneigé par des phénomènes de volcanisme intense, la Terre est de nouveau recouverte d'eau vive. On y trouve désormais des organismes qui sont, comme on dit, plus que la somme de leurs parties. Une vie composée de cellules spécialisées commence à émerger. La pluricellularité débute vers moins 2,1 milliards d'années dans la réalité. Puis au cours de la semaine qui suit, apparaissent toutes sortes de bactéries, des cellules avec noyaux, les premières plantes et même des animaux. Le 15 novembre, sous l'effet des mouvements de convection produits par la chaleur du cœur de notre planète, la croûte terrestre se fracture et se déchire centimètre par centimètre, donnant progressivement naissance au premier continent clairement identifié. D'ici une petite semaine, la nature va mettre au point une innovation permettant un brassage terriblement efficace du patrimoine génétique. Fin novembre, vers moins 1,5 milliard d'années. Et voilà que certains micro-organismes inventent une pratique à laquelle nous prenons souvent plaisir encore aujourd'hui, nous humains, la sexualité. Il n'existe à la surface de tous les continents toujours aucune trace de vie à l'air libre. Tout se passe sous l'eau, où la vie dans sa grande majorité reste sous forme unicellulaire. Le 30 novembre, les formes de vie pluricellulaires prennent leur essor. La vie sous forme multicellulaire complexe est apparue au minimum 25 fois au cours de l'évolution. La plus éloignée en date se situant autour de début novembre. Les taux d'oxygène dans l'air continuent lentement de grimper et au cours des 10 jours qui suivent, des chaînes de montagnes se forment, des fleuves découpent et dessinent les reliefs. Des sommets sont sablés par les vents, les calottes polaires oscillent au rythme des saisons et de la position des continents, jusqu'à ce que le grand hiver ne fasse son retour. Le 11 décembre, en l'espace de quelques minutes du calendrier, quelques dizaines de milliers d'années dans la réalité, les calottes polaires se propagent au point de recouvrir la quasi-totalité du monde d'une couche de glace épaisse par endroits de plusieurs kilomètres. La température moyenne du globe a chuté jusqu'à moins 50 degrés et notre planète bleue est de nouveau blanche, prise entre les griffes des glaces. C'est le cryogénien, un monde gelé qui va rester en place pendant 2 jours et demi à l'échelle du calendrier, 85 millions d'années dans la réalité. On pense que c'est un regain d'activité volcanique aidé par le mouvement des plaques tectoniques
Cela fait une journée que les températures sont redevenues plus clémentes lorsque la grande oxydation fait son retour. 14 décembre, vers moins 600 millions d'années, la quantité d'oxygène présente dans l'air monte en flèche pour passer de 1 à près de 20% en l'espace d'une dizaine d'heures du calendrier. Toutes les formes de vie se cantonnent toujours sous l'eau, désespérément réduites dans leur grande majorité à de petits organismes unicellulaires, dont l'étude est peu captivante pour qui n'est pas un biologiste passionné. Il n'existe encore aucun os, aucune mandibule ou carapace. Tout est ici relativement petit et mou, mais cela va bientôt changer. Le 16 décembre, début du Cambrien, de moins 541 à moins 485 millions d'années. 86% de l'histoire de la Terre est déjà derrière nous. Le volume des masses continentales s'est stabilisé. Dans le ciel, les temps restent agités. La fréquentation des météorites venant occasionnellement percuter la Terre est 100 fois plus élevée qu'elle ne l'est aujourd'hui et la Lune continue de s'éloigner. La rotation de la Terre se ralentit. Les jours durent désormais 20 heures et 30 minutes. Plus familiers, les cieux et les océans sont maintenant bleus. Pourtant, si vous pouviez vous téléporter ici, vous auriez la sensation d'être un extraterrestre sur votre propre planète. La même planète, un autre monde. À la surface, à perte de vue, aucune mousse, aucune plante, aucune trace de vie à l'air libre. Sur tous les continents, des déserts de roches, de sable ou de glace se partagent la totalité de la terre ferme sur des milliers et des milliers de kilomètres. Seul le bruissement du vent et quelques rares averses occasionnelles viennent rompre ce silence. Minéral. C'est pourtant à proximité de ces paysages austères que sous l'eau, l'arbre du vivant va prendre son essor. Dans la fin d'après-midi du 16 décembre, c'est l'explosion cambrienne. La vie dans son ensemble va prendre des couleurs et se diversifier en l'espace de quelques heures, 15 millions d'années dans la réalité. Tous les modèles corporels encore existants à ce jour apparaissent. On retrouve maintenant sur Terre des formes de vie pluricellulaires variées, des coraux, des éponges et quantité d'animaux à coquilles ou à exosquelettes tels que Anomalocaris, le géant des mers de cette époque, qui ne dépasse guère les 30 cm. Si bien qu'à marcher sur ces rivages sans vie, vous seriez littéralement la plus imposante créature vivante de la planète entière. La variété des créatures peuplant notre monde devient bientôt telle qu'il serait possible d'écrire des livres complets sur chacune des heures des journées qui suivront. Les événements et les formes du vivant qui seront mis en avant pour les 2 semaines à suivre relèvent nécessairement d'un choix partiel. Le 17 décembre, les 4 paires de pattes articulées des arthropodes commencent à arpenter les mers et les océans. Ces créatures-là vont rapidement occuper tous les milieux et leur nombre autant que leur diversité vont à terme faire d'eux les maîtres incontestés, quoique discrets, du règne animal. Songez qu'aujourd'hui, 8 espèces animales recensées sur 10 sont des arthropodes. Le 18 décembre, c'est maintenant au tour des poissons, les premiers vertébrés, de faire leur apparition dans les étendues peu profondes où se développent d'immenses récifs coralliens, riches en mollusques et en arthropodes. Cela fait près de 4 mois que tout se passe encore et toujours sous l'eau. Les continents appartiennent toujours au désert, au vent et aux volcans. Pour
de vie s'aventurer sur la terre ferme, il va nous falloir faire un saut d'une journée. Le 19 décembre. En milieu de matinée de ce 19 décembre, quelques mousses et algues s'aventurent timidement sur les rivages. C'est le début d'une longue et lente colonisation des terres. L'hémisphère nord est alors recouvert d'un gigantesque océan. Au sud, le supercontinent Gondwana ceinture une mer intérieure chaude et peu profonde. La température moyenne y est de 45 degrés Celsius. 6 heures plus tard à la mi-journée, limite orthovicien silurien vers moins 445 millions d'années. Le climat a drastiquement changé, le niveau des eaux baisse, le taux d'oxygène dans l'eau et dans l'air ainsi que les températures chutent. Pour les êtres vivants de cette époque, l'enfer vient du froid. La formation et la débâcle des grandes calottes de glace au pôle sud font osciller le niveau des mers et bientôt la venue d'un épisode glaciaire. Particulièrement marqué va faire baisser d'une centaine de mètres le niveau global de tous les océans de la planète. C'est une forme de déluge à l'envers. La quasi-totalité des récifs coralliens et des écosystèmes associés va disparaître. À l'échelle du globe, un tiers seulement des espèces survivra. Une crise parmi tant d'autres, la vie s'en remettra. En fin de journée, Silurien de moins 443,4 à moins 419,2 millions d'années. On retrouve dans les mers des orthocères, d'imposants mollusques céphalopodes de près de 10 mètres, ainsi que des euryptérides, des scorpions de mer du Silurien, chasseurs habiles pouvant atteindre les 2 mètres de long et dont les pinces coupantes articulées terrorisent les tropiques. Puis vers 21h, moins 430 millions d'années, sur les rivages de petits crustacés s'aventurent dans la vase. Ils sont les premiers animaux à marcher sur la terre ferme. De petites plantes se développent désormais le long des cours d'eau, centimètre par centimètre. Mousses et algues commencent véritablement leur conquête des continents. Mais pour que la vie affecte réellement les paysages à l'air libre, il va nous falloir encore patienter une journée. Le 20 décembre, 5 heures du matin, les premiers proto-amphibiens foulent timidement les rivages de l'océan universel Pantalassa. Ces créatures à l'apparence de gros têtards sont maintenant capables d'inhaler l'air frais à plein proto-poumon. Les millions d'années et les minutes s'égrènent, ils s'adaptent et des os solides se développent dans leurs nageoires. Bientôt, ils auront définitivement quitté la mer pour vivre essentiellement dans l'atmosphère. Dans leur conquête d'un monde nouveau, ils suivent de près mille-pattes, scorpions et acariens qui, eux, ont depuis longtemps maintenant fait leur trou entre les fougères du Dévonien. En ce début de matinée, l'heure n'est plus du tout à la glace. Toutes les calottes ont fondu et le niveau des eaux est remonté de près de 300 mètres. Plantes, mousses et algues poursuivent leur progression à l'air libre. À la mi-journée, nous sommes rentrés dans le Carbonifère, moins 340 millions d'années. Les tout premiers reptiles évoluent ici, sous les arbres, les prêles et les fougères géantes. Et lorsque le soleil se couche sur la journée du 20 décembre, les végétaux se sont entièrement appropriés les terres où ils règnent en maîtres. Aucun grand herbivore ne les menace encore. Par leur effet sur l'érosion et la sédimentation, ils vont peu à peu modifier et façonner le climat. Le 22 décembre, sur Terre, tout est de plus en plus vert. Les plantes ont développé des systèmes racinaires et 2 jours après être sorties de l'eau, la vie
vie a entièrement colonisé les terres. Le climat est fortement contrasté. Les étés sont très chauds et les hivers mordants. Une grande partie du territoire qui deviendra un jour la France se trouve plus ou moins au niveau de l'équateur, recouvert en grande partie d'une imposante chaîne de montagnes. Le monde est principalement recouvert de vastes forêts marécageuses luxuriantes. C'est à cette période qu'entrent en scène les premiers insectes. Les plantes, elles, viennent d'inventer quelque chose de fabuleux, capable de patienter des années dans un sol hostile avant de se mettre à vivre, la graine. On trouve aussi ici les tout premiers reptiles qui pondent des œufs. Pendant plusieurs millions d'années dans la réalité, le taux d'oxygène dans l'air crève le plafond, pouvant atteindre près de 40%. Il est de 21% aujourd'hui, si bien que tout prend feu plus facilement. Et quand la foudre frappe, elle est très souvent suivie par un incendie de forêt incontrôlable. Insectes et arthropodes ont profité de cet air gorgé en oxygène pour, à leur manière, se mettre à péter le feu, et certains d'entre eux atteignent des tailles prodigieuses. Dans ces écosystèmes marécageux, il n'est pas rare de croiser des libellules d'1 mètre d'envergure, des scorpions de 75 cm ou des scolopendres de près de 2 mètres, tels Arthropleura, terreur rampante qui vit dans les sous-bois. Si vous pouviez visiter cette période reculée, respirer et donc courir, fuir serait plus facile. L'occasion de prendre vos jambes à votre cou. Le 23 décembre, moins 290 millions d'années. En l'espace de quelques heures, un supercontinent est né. Au niveau de l'équateur, Eurasie et Gondwana entrent progressivement en collision, pour finir par former un seul et unique continent, rassemblant la quasi-totalité des terres émergées. La Pangée. À la jonction s'est formée une chaîne de montagnes gigantesques. La chaîne hercynienne, qui court sur des milliers de kilomètres de long et coupe de ses sommets revitalisants en taille avec les plus hautes cimes de l'Himalaya, le monde en deux. Les reliefs marqués de ce bourrelet planétaire ont profondément modifié le climat. D'imposantes calottes glaciaires font leur apparition et la majorité de la Terre est alors soumise à des conditions extrêmes. C'est dans cet environnement exigeant qu'apparaissent les premiers conifères, il y a 280 millions d'années. Bientôt, la vie sur Terre va devoir faire face à une terrible nouvelle extinction de masse. Le 24 décembre, nous sommes en début d'après-midi, vers 15 h, quand l'extinction Permien-Trias commence, dans ce qui deviendra plus tard une partie de la Chine et de la Sibérie. Des éruptions volcaniques d'une ampleur phénoménale et des flots de magma continus percent la croûte terrestre au point de recouvrir une étendue d'une taille comparable à l'Europe sur près de 2 km d'épaisseur de lave. Ces immenses épanchements de basalte impactent la planète tout entière. Pour s'en faire une idée, imaginez une fresque de l'Apocalypse et un ciel noir chargé de poussière d'où le soleil s'éclipse. À 15 000 km de là, de l'autre côté de la planète, le soir, les cendres en suspension dans l'air provoquent des incendies de couleur à l'horizon. Le dioxyde de soufre craché par les volcans se dissout dans l'eau de pluie et le ciel pleure des gouttes d'acide sulfurique. Appauvris en oxygène, les milieux marins sont étouffés par les algues roses. La température moyenne de surface monte jusqu'à 40 degrés Celsius. L'eau des fleuves et des lacs s'évapore et la surface se désertifie. Lorsque la crise biologique la plus violente que la Terre ait connue se termine enfin, elle laisse derrière elle des écosystèmes ravagés ou exsangues.
70% des espèces vivantes sur les continents et 95% de celles des océans ont été rayées de la carte. L'éruption aura duré une vingtaine de minutes de notre calendrier, quelques 500 000 ans dans la réalité. Mais la vie dans son ensemble prendra une demi-journée pour reconstruire des écosystèmes complexes et 2 jours et demi pour s'en remettre complètement. En fin d'après-midi, l'ensemble des terres émergées de la Pangée est maintenant entièrement disloqué. Sur la terre ferme apparaissent des gymnospermes, des forêts riches en conifères, tels les sapins, sur lesquels poussent des genres de pommes de pin. En début de soirée, à l'intérieur des terres, au sud de la chaîne hercynienne, le climat est si chaud et sec que les forêts ont laissé place à de vastes régions désertiques. Des forêts tempérées et humides poussent à proximité du cercle polaire. On a ainsi pu retrouver des vestiges de ces mondes disparus sous forme de fossiles de plantes tropicales découverts dans les régions comme l'Alaska ou le Groenland et à des latitudes situées à seulement 15 degrés du pôle Nord, du pôle Sud. Le 25 décembre, nous voilà arrivés au jour de Noël. Une semaine et demie s'est écoulée depuis l'explosion cambrienne. Arbres, mousses et fougères poussent à perte de vue. Et les tout premiers dinosaures viennent de faire leur arrivée. Leur lignée va bientôt dominer le monde. Le 26 décembre, dans un jeu de puzzle géant, les continents continuent à se fracturer et à se regrouper selon les lignes de force ou de faiblesse de la croûte terrestre. L'Inde commence sa remontée vers le nord. Elle va prendre 3 jours pour traverser l'océan Indien avant de venir percuter l'Asie. À l'ouest, la valse des continents a poussé Madagascar à définitivement rompre avec l'Afrique. Les sommets de feu, la chaîne hercynienne ont perdu de leur majesté. Le temps et l'érosion finiront par avoir raison de ces cimes désormais vieillissantes, qui doucement se tassent et s'étalent. Leurs vestiges rabotés et usés existent encore aujourd'hui. Ils s'appellent le Massif central, les Vosges, les Appalaches ou la chaîne de l'Oural. Le supercontinent Pangée s'est divisé en 2 masses continentales distinctes où le climat passe progressivement de sec à humide. Les déserts arides du Trias vont peu à peu se voir remplacés par des forêts tropicales luxuriantes. Nous sommes rentrés au Jurassique le 27 décembre, moins 170 millions d'années. Les territoires de ce qui deviendra un jour une partie de l'Europe de l'Ouest sont alors un immense chapelet d'îles entourées par une mer tropicale peu profonde, riche en récifs coralliens où vivent quantité d'ammonites. Pourtant, malgré la douceur de ce climat tropical humide qui dessine de ces plages de sable blanc des paysages de cartes postales idylliques, vous n'auriez vraisemblablement pas aimé vous attarder ici. Sous la surface de ces eaux chaudes évoluent des prédateurs féroces, des reptiles marins tels que les ichthyosaures ou les plésiosaures qui, avec leur cou démesuré, avoisinent couramment les 10 mètres de long. Les yeux de cette époque sont les territoires de reptiles volants, les ptérosaures, bientôt rejoints dans l'après-midi de ce 27 décembre par de petits dinosaures à plumes capables de planer. Quelques heures du calendrier plus tard, les voilà déjà en train de voler. C'est la date de naissance des tout premiers oiseaux. Dans ces décors épiques du Jurassique, les premiers mammifères dits modernes squattent désormais toutes les niches écologiques. Dépassant rarement la dizaine de centimètres, la plupart vivent dans les arbres ou dans des trous. Pour eux, c'est une bonne option que de rester petit, de faire dans la discrétion. Ils se nourrissent d'insectes la nuit, à l'ombre des rois de la jungle, les dinosaures qui semblent s'être lancés dans une course au gigantisme. En début de soirée, vers 19 h, apparaissent les stégosaures
jusqu'à 20 fois celle d'un éléphant. Le 28 décembre, les dinosaures continuent à régner sur une journée torride. Tout au plus, au pôle, de petites calottes de glace peinent à se maintenir quelques heures du calendrier. La grande mer intérieure d'Amérique du Nord est devenue le terrain de chasse de reptiles marins géants arpentés aux lézards et aussi aux serpents. Sur la terre ferme, dans les couverts végétaux, les plantes ont mis au point plus d'un tour pour se disperser. Sur certains arbres, on trouve maintenant des graines avec de la chair autour. D'autres se parent désormais de teintes qui diffèrent enfin du vert. Les plantes à fleurs ont fait leur apparition, suivies de près par les insectes pollinisateurs tels les abeilles et les papillons. Le 29 décembre, en fin d'après-midi, Crétacé supérieur vers moins 100 millions d'années. Toute la planète transpire en cette fin d'après-midi. Nous sommes rentrés dans l'une des périodes les plus chaudes de l'histoire de notre planète. Toutes les glaces des pôles au sommet des montagnes ont fondu, un tiers des terres se retrouvent submergées et latitude tropicale. La température moyenne de l'eau tourne autour de 36 degrés Celsius. On retrouve des forêts denses et des marées parfois jusqu'aux régions polaires. Au pôle Nord durant l'été, il peut faire autour de 20 degrés Celsius. Partout, conifères, fougères et mousses s'entremêlent dans un nouveau venu, l'arbre à feuilles. À se protéger ici dans ces forêts luxuriantes, à l'exception des râles et grognements des dinosaures, le son de la nature vous serait presque familier. Le bruissement et vrombissement des insectes accompagne les battements d'ailes des oiseaux. On peut trouver sur les arbres des fruits dont les nuances de sucre du Crétacé nous sont à jamais perdues. Le 30 décembre, il est 6h30 et le trône des rois de la jungle est sur le point de vaciller. Un astéroïde d'une dizaine de kilomètres de diamètre vient percuter notre planète à quelques 65 000 km à l'heure. Il va laisser derrière lui un cratère de 180 km de diamètre et le monde dévasté. La puissance de l'impact engendre dans sa foulée une onde sismique fragilisant l'ensemble de la croûte terrestre. De l'autre côté du globe, dans ce qui deviendra un jour une partie de l'Inde, des centaines de volcans se réveillent, crachant dans l'atmosphère des gaz toxiques en quantité. Les poussières et les gaz éjectés transforment alors dans la plupart des régions du monde le jour en nuit. À l'échelle du calendrier, le ciel voilé de cendres se dissipera en un dixième de seconde. Pour 75% des espèces vivant alors sur notre planète, l'histoire s'arrête là. Exit. Les ptérosaures, mosasaures, ammonites et dinosaures. Pour ces derniers, c'est la fin d'un règne sans pareil qui aura duré 4 jours et demi à l'échelle de notre calendrier. 165 millions d'années dans la réalité. Ont disparu à peu de choses près tous les animaux de plus de 25 kilos. Il reste des grenouilles, des oiseaux et des crocodiles, un peu de poissons, des requins et surtout des mammifères qui vont se mettre à occuper la plupart des niches écologiques laissées vacantes par la catastrophe. Quelques heures plus tard, la végétation est repartie de plus belle. C'est le Paléogène. Sur Terre, il n'y a plus aucun tyrannosaure, mais des euphorbes, des passiflores et du latex. Dans les grandes forêts tempérées de feuilles, pour économiser leur énergie, les arbres apprennent à perdre leurs feuilles en se délestant de leur couverture pour l'hiver. Ils inventent sans le savoir les couleurs de l'automne. Il est près de 10h du matin quand en Amérique du Sud apparaissent d'énormes oiseaux incapables de voler. Certains peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres de haut pour un poids de plus de 200 kg. On trouve même dans les forêts tropicales de cette région du monde des tortues d'eau douce géantes et omnivores et des serpents de 2 tonnes qui répartis sur 13 mètres. Les titanoboas entre moins 61,7 et 58,7 millions d'années. De nouveau, des calottes de glace recouvrent les pôles. En stockant l'eau
sous forme de glace, elles vont assécher les mers intérieures d'Amérique du Nord, d'Afrique et d'ailleurs. Il est 13 heures lorsque le mercure se met à remonter en flèche lors du maximum thermique paléocène et Éocène. Les températures moyennes vont prendre 8 degrés en 45 secondes en 20 000 ans dans la réalité. À 17 heures, soit vers moins 50 millions d'années, les chauves-souris et leurs mains démesurées prennent leur envol. 1 heure plus tard, dans les grandes plaines d'Asie centrale, apparaît Androarchus mongoliensis, un imposant mammifère carnivore aux allures de phacochère, une sorte d'hyène sous stéroïde et montée sur sabot. 1,80 mètres au carreau pour un poids de 800 kg. Sur la terre ferme, les ancêtres terrestres des cétacés commencent à retourner à l'eau et pour pouvoir mieux respirer, ils vont voir migrer leur trou de nez jusqu'au sommet de leur tête. Lorsque 22 heures sonnent, on les retrouve entièrement sous l'eau. Certains devenus chasseurs carnivores mesurant près de 20 mètres pour un poids d'environ 60 tonnes, les Basilosaurus. Vers 23 heures, on retrouve dans les forêts tropicales d'Asie centrale les Paraceratherium, des herbivores géants à l'apparence de rhinocéros mais dépourvus de cornes. Aussi grands que des immeubles de 4 étages, ils peuvent afficher sur la balance près de 20 tonnes. Nous entrons maintenant dans le dernier jour de l'année. Le 31 décembre, en début de matinée, la disposition des continents ressemble désormais à peu de choses près à celle qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui deviendra plus tard le Sahara est en partie couvert de forêts humides. Vers 10 heures du matin, on retrouve dans les mers du globe une espèce de requin, les mégalodons, jusqu'à 3 fois plus imposantes que le grand bleu blanc. Ils écumeront les mers pendant 20 millions d'années avant de disparaître aux alentours de 21h30. Il est midi quand apparaissent les premiers cétacés. Ils deviendront d'ici quelques heures les plus lourdes créatures que la Terre n'ait jamais connues. Les ancêtres de tous les grands singes dont nous faisons partie arrivent en début d'après-midi, peu après 14 heures, mais il faut encore patienter jusqu'à 19h30 pour espérer croiser les premiers hominidés. 3/4 d'heure plus tard, à 20h15, moins 6 millions d'années, le détroit de Gibraltar se ferme sous l'effet du mouvement des plaques tectoniques. Coupé de l'alimentation en eau de l'océan Atlantique. La mer Méditerranée va alors presque entièrement s'évaporer en l'espace de quelques secondes du calendrier, laissant un lieu et place à un désert de sel situé sous le niveau des océans et profond de 2500 mètres par endroit. Lors de cet événement baptisé crise de salinité messinienne, les ancêtres du Rhône et du Nil qui continuent de couler, comme tous les fleuves du pourtour de la Méditerranée, creusent à leur embouchure des canyons de plusieurs centaines de mètres de profondeur. En arrachant les roches à la croûte par la force de leur débit, ils se frayent un chemin jusqu'au fond de la mer asséchée pour y alimenter péniblement d'immenses lacs salés. On retrouve encore aujourd'hui les traces de leur force brute, marquées dans des relevés sismiques des couches géologiques. Cette cuvette asséchée de la taille d'un petit continent restera en place pour une demi-heure. Pour une courte demi-heure. 700 000 ans dans la réalité, avant que de violents séismes ne recouvrent le détroit qu'un débit d'eau monstrueux, exprimé à 1000 fois celui de l'Amazone, ne viennent remplir la Méditerranée en un dixième de seconde du calendrier. Lorsque ce déluge provenant de l'océan Atlantique est enfin terminé, le niveau global de tous les océans de la planète a baissé de près de 6 mètres. Vers 21h apparaissent les australopithèques qui, bien avant l'apparition d'Homo sapiens, vont peupler l'Afrique, puis une bonne partie du monde. Bientôt, de nombreuses autres espèces du genre Homo vont voir le jour. À 22h20, voici Homo habilis. À 22h30, Homo rudolfensis. À 22h40, Homo ergaster qui commence à tailler et travailler des outils dans la pierre.
À 23h20, Homo erectus est peut-être le premier hominidé à faire cuire des aliments. À 23h35, apparaît Homo heidelbergensis et à 23h44, l'imposante carrure des femmes et des hommes de Néandertal. Toutes ces espèces d'hominidés se sont depuis éteintes. Pourtant, beaucoup de ses ancêtres, de ses cousins, savaient maîtriser le feu, fabriquer des abris et des outils, et avaient des formes de représentation symboliques, voire peut-être même des formes élaborées de langage. Néandertal enterrait probablement déjà ses morts et portait des bijoux. Toutes ces nouveautés, longtemps considérées comme acte de naissance de l'humanité, n'ont pas été jusqu'à nous. Elles sont apparues à différents degrés de maîtrise et de complexité chez l'ensemble des hominidés. Et voilà qu'enfin, en cette toute fin de soirée, lors du premier quart d'heure de la dernière heure de la dernière journée du calendrier, Homo sapiens s'invite sur la scène du monde. L'horloge affiche 23h48. Nous sommes encore à l'aube de l'humanité, en moins 300 000. Pourtant, morphologiquement, ces humains-là sont déjà nous. Sur la ligne temporelle qui court tout au long de cet ouvrage, toute l'histoire de l'homme moderne tient sur cette longueur. À la dernière page. Il est 23h50 quand on découvre comment domestiquer et conserver le feu. À 23h54, nos ancêtres s'aventurent hors de l'Afrique et au cours des 4 minutes qui suivent, ils vont coloniser progressivement l'ensemble du monde à raison d'une 50aine de kilomètres par génération, croisant sur leur chemin d'autres espèces du genre Homo avec lesquelles ils vont peut-être cohabiter, voire plus si affinité. Car en se fréquentant, ces formes d'humanité différentes se sont peut-être fait la guerre, mais aussi sûrement l'amour. Les traces de ces rencontres, on les retrouve encore aujourd'hui en nous, inscrites dans notre ADN. Ainsi, toutes les populations eurasiennes, tous les descendants de celles et ceux qui ont quitté l'Afrique se promènent de nos jours avec 1 à 2% de gènes provenant des néandertaliens et entre 4 à 6% de gènes provenant des dénisoviens chez les hommes modernes de Mélanésie. Les femmes et les hommes de Flores, 23h56, et de Denisova, 23h58, sont d'après les données dont on dispose aujourd'hui, vraisemblablement apparus après les sapiens. À 23h55, on retrouve les parures de perles et des coquillages en moins 135 000. Une minute plus tard, à 23h56, il y a donc 100 000 ans, nous ne sommes tout au plus que quelques milliers à centaines de milliers de sapiens dans le monde entier. Grâce au langage, nos découvertes, innovations ou idées continuent de passer de tête en tête. Survivant à la mort des individus, elles poursuivent leur propre route comme des silex parfaitement tranchants passant de main en main à travers des générations. Ceux qui n'oublient pas ne repartent pas de zéro. Et les objets qui nous entourent, tout comme la technique du geste, évoluent, deviennent plus efficaces et s'accumulent. Les secondes s'égrènent et, en quelques petits milliers de générations, on s'est mis à pêcher, à stocker et à transformer nos ressources, à confectionner des objets de plus en plus complexes, des lames, des harpons, des outils en os et à enterrer nos morts. 2 minutes plus tard, à 23h58, on réalise nos premières sculptures et peintures. Nous n'avons pas encore dépassé le million d'individus et sommes encore loin de l'invention de l'écriture. Pourtant bien organisés, seulement armés de pierres détaillées, du feu, du langage pour exprimer les idées. Les sapiens commencent déjà à avoir une influence à l'échelle de la planète entière. Dans le grand livre des espèces disparues, on a commencé à raturer un paquet de lignes peu après notre arrivée. À l'échelle du globe, au cours des 2 dernières minutes, 80% des espèces de plus d'une tonne semblent avoir disparu dans le sillage de nos migrations. En Europe, c'est 7 des 23 grands mammifères qui ont été rayés de la carte. En Amérique du Nord, 33 sur 45. Quant à l'Australie, elle a vu 15 des 16 membres de sa mégafaune disparaître dans les 30 secondes qui ont suivi.
l'arrivée des premiers d'entre nous. À 23h58 et 10 secondes, il y a quelques 50 à 65 000 ans. Alors bien sûr, les changements climatiques de la fin du dernier âge glaciaire ont sans doute été un facteur aggravant. Mais étrangement, presque toutes ces espèces ont survécu à plusieurs périodes glaciaires et interglaciaires avant l'arrivée des premiers hommes. À 23h58 et 20 secondes, on fabrique les premiers instruments de musique connus. À 23h58 et 30 secondes, moins 40 000, on passe le détroit de Bering et on commence à peupler les Amériques. À 23h58 et 48 secondes, on commence à peindre dans la roche des histoires, celles des animaux qu'on fréquente ou qu'on chasse, rhinocéros laineux, élan, mégalocéros, antilope, auroch, ours, mammouth, hyène et lion des cavernes. À 23h58 et 50 secondes, l'homme de Néandertal que nous avons croisé et avec lequel nous avons cohabité pendant près de 40 secondes s'éteint. À force de copiner avec les loups, on a fini par les apprivoiser et en faire des chiens entre moins 40 000 et moins 20 000. À 23h59 et 15 secondes, on fabrique des casseroles en terre cuite et tout un tas de poteries. Il est 23h59 et 20 secondes quand le Sapiens laisse ses traces dans la grotte de Lascaux. Et à force de suivre les rennes, les saumons, les cours d'eau, les migrations, des aurochs, des chevaux ou des oiseaux, de fuir la chute de neige ou la sécheresse. À 23h59 minutes et 30 secondes, une partie d'entre nous s'est doucement installée dans les prairies alluviales de régions tempérées. Cette sédentarisation entre moins 14 500 et 11 000 et moins 11 500 s'est passée indépendamment et plusieurs fois à travers le monde, avec peut-être à chaque fois des raisons différentes. Était-ce pour ne pas s'éloigner de nos morts enterrés à proximité, afin de ménager les plus âgés qui ne pouvaient plus suivre le rythme, ou peut-être avons-nous vu là des terres sacrées? Toujours est-il que certains ont décidé de rester là où il y avait de l'eau et à manger toute l'année. Puis dans la foulée, on domestique les chèvres en moins 10 000 en Iran. Et on fonde les premiers villages autour desquels Sapiens se met à ramasser et à semer des graines par millions. Nous avions déjà la culture, on a maintenant l'agriculture. Et comme beaucoup d'entre nous continuent à voyager, elle se propage ou apparaît d'elle-même dans d'autres régions du monde. La Terre dans son ensemble abrite alors quelques 5 millions d'habitants. À peu de choses près autant d'habitants que la Nouvelle-Zélande aujourd'hui. À 23h59 et 34 secondes, en Mésopotamie, voilà qu'on se met à cultiver le blé et le millet entre 9500 et moins 8700. Une seconde plus tard, à 23h59, 35 secondes, on fonde les toutes premières villes telles Jéricho en moins 9200. À 23h59, 37 secondes, dans plusieurs régions d'Asie, le riz devient une source de vie entre moins 1000 et moins 7000. Et pendant qu'on transforme et transporte des plantes, on continue de faire de même avec les animaux. Moutons, bœufs et zébus sont à leur tour domestiqués aux alentours de moins 8000. À 23h59 et 39 secondes, en Papouasie, Nouvelle-Guinée, on commence à cultiver la banane et le taro. Les porcs sont domestiqués en 1700 en Chine, les chats à la même époque dans le bassin méditerranéen et les poules en 1600 en Asie du Sud-Est. Il est 23h59 et 44 secondes lorsqu'en Amérique centrale on se met à cultiver maïs, courges et haricots, et en haut des montagnes andines les pommes de terre entre moins 5000 et moins 3000. Une seconde plus tard, en moins 4500, dans les steppes kazakhes, l'on dompte et monte les chevaux. Et au cours des 4 saisons qui suivent, on dresse à travers le monde buffle en moins 4000, lama en moins 3500, vers à soie et pigeon en moins 3000. À 23h59 minutes et 47 secondes, on fond le cuivre et on commence à travailler les métaux. En Afrique, dans les zones marécageuses du fleuve
Niger, on se met à cultiver le riz africain, puis au sud du Soudan, le mil et le sorgho. À 23h59 et 48 secondes, on met au point l'écriture, sortant ainsi de la préhistoire pour entrer dans ce que l'homme a coutume d'appeler l'histoire, avec un grand H. Grâce à l'écriture, les techniques peuvent désormais être gravées dans la pierre, inscrites sur l'argile et bientôt le papier. Les idées vont pouvoir se diffuser bien plus vite et souvent au-delà de leur culture d'origine. La trotteuse n'a pas encore eu le temps de trancher une seconde supplémentaire que dans la foulée en Mésopotamie, dans la vallée de l'Indus et en Égypte naissent les premières grandes civilisations. Et l'horloge commence à sonner les 12 coups de minuit. Deux battements de la petite aiguille plus tard sont érigées les pyramides de Gizeh. Il est 23h59 minutes et 50 secondes dans le bassin du Mississippi. On commence à cultiver la courge et le tournesol, puis sont domestiqués l'éléphant d'Asie en moins 2000 dans la vallée de l'Indus. Loi en moins 1500 en Europe, l'alpaga en moins 1500 au Pérou et le canard en moins 1000 en Chine. En l'espace de 3 coups de trotteuse, l'on maîtrise la métallurgie de fer. Apparaissent des alphabets et l'on bâtit des cités telles Athènes ou Rome. À 23h59 minutes et 54 secondes, c'est la naissance de la démocratie en Grèce. À l'échelle du globe, nous venons de passer les 100 millions d'habitants, soit la population de l'Égypte actuelle. Une seconde plus tard, à 23h59 minutes et 55 secondes, lorsque le christianisme apparaît, le monde compte quelques 100 millions d'habitants, dont près d'un quart vivent dans l'Empire romain, qui est alors à son apogée. Une seconde plus tard, il s'effondre. Il est 23h59 minutes 56 secondes, nous rentrons dans le Moyen-Âge. Partout à travers le monde, d'autres empires naissent et meurent. En Amérique centrale, l'empire Maya à son tour s'effondre. Il est 23h59 minutes 57 secondes quand la population mondiale passe les 250 millions vers l'an 1000. Un petit peu moins d'humains vivent alors sur l'ensemble de la planète qu'actuellement dans l'archipel indonésien. Les Vikings posent le pied en Amérique du Nord en passant par le Groenland. On perfectionne les moulins à vent, invente le plâtre, les pansements et les premières universités ouvrent leurs portes. Il est 23h59 minutes et 58 secondes et la trotteuse a déjà entamé son mouvement vers la seconde suivante lorsque la Renaissance en Europe commence. C'est la guerre de 100 ans, la dynastie des Ming, quand Constantinople est prise par les Ottomans et Christophe Colomb redécouvre l'Amérique. De ces échanges avec le Nouveau Monde découlera un grand bouleversement dans les aires de répartition des plantes et des animaux. Les champs de blé de l'Arkansas aujourd'hui sont à l'image des paysages du croissant fertile, ceux de tournesol du sud de la France, des décors provenant à l'origine du Mississippi. Quant au paysage du Far West américain avec ses chevaux sauvages, il tire son origine de Mongolie. Il est maintenant 23h59 minutes et 59 secondes. Toute l'époque moderne tient dans cette ultime seconde. Les grandes découvertes, les révolutions politiques, scientifiques et industrielles, les deux guerres mondiales. En 1800, on atteint le milliard d'êtres humains. Un huitième de seconde plus tard, en 1850, nous voilà 1,2 milliard, un chiffre énorme et pourtant inférieur à la population actuelle de l'Inde, estimée à 1,355 milliards. Pour que la population globale de notre planète en 1850 atteigne celle de l'Inde aujourd'hui, il aurait fallu y ajouter un nombre d'humains équivalent à peu de choses près à la totalité des habitants sur la Terre en l'an 0. Et au cours du dernier quart de seconde de notre calendrier, le nombre d'Homo sapiens va être multiplié par 4. Nous sommes passés de 2 milliards en 1930 à quelques 7,7 milliards en 2019. Durant ce court laps de temps, nous avons construit et inventé tant et tant d'objets pour la possession desquels il y a encore 438 ans une seconde à l'échelle du calendrier. Plus d'un roi aurait levé une armée. Nous savons aujourd'hui construire des objets en métal qui volent et se jouent dans les nuages. Nous sommes allés marcher sur la Lune et un huitième de seconde après cet exploit, nous possédons presque tout dans nos poches de téléphone dans la puissance de
est supérieure à celle embarquée dans l'ensemble du vaisseau Apollo. Aujourd'hui, on peut dire qu'on envoie littéralement du lourd sur la balance. Nos animaux d'élevage, essentiellement vaches et cochons, représentent 60% des mammifères terrestres. Les humains et, dans une moindre mesure, leurs compagnons domestiques comptent pour 36% et les animaux sauvages pour seulement 4%. Nous en sommes arrivés au point où la totalité des oiseaux sauvages de notre planète pèse moins lourd que l'ensemble de nos poulets. 70% de la biomasse de l'ensemble des oiseaux présents sur Terre sont de la volaille d'élevage. Depuis la révolution industrielle, le nombre des mammifères terrestres sauvages a été divisé par 6, celui des mammifères marins par 5 et la biomasse des plantes par 2. En brûlant et consommant des quantités considérables d'énergie fossile que la nature avait mis des semaines, voire des mois de notre calendrier à former, nous avons un peu, sans le vouloir, modifié le climat de notre planète. Et ce, sur des durées de temps si courtes qu'on en rivaliserait presque avec des crises naturelles engendrées par des événements tels que les éruptions volcaniques majeures, le mouvement des plaques tectoniques ou l'impact d'astéroïdes. Pourtant, cette crise-là est bien due au comportement des derniers survivants d'une seule espèce du genre Homo, les sapiens qui ont, au cours du dernier quart de seconde, soumis les écosystèmes terrestres à plus de chamboulements qu'ils n'en ont connus durant les 10 minutes précédentes. Malgré tout, en dépit de ce tableau un peu noirci, c'est aussi au cours de ces dernières secondes qu'armés de leur seule curiosité, des membres de notre espèce ont permis de retracer en partie la grande histoire du cosmos, de la vie et de nos origines. Ces humains portés par les questions qu'ils se posèrent autour d'un feu, d'un livre, d'un télescope, d'un microscope ou d'internet, ont fini par découvrir en se penchant sur l'histoire de notre monde des ailleurs hallucinants simplement situés autre part dans le temps. En scrutant le ciel, en se penchant sur les lois de la nature, en étudiant la composition des fossiles et des roches, en creusant le sol du fond des mers jusqu'au sommet des montagnes, ils ont su ramener à la vie des histoires agitées de ces mondes aujourd'hui disparus. Et ce faisant, ces passés sont devenus dans nos têtes un grand nombre d'autres planètes. Peut-être aussi nous ont-ils donné envie d'imaginer d'autres mondes possibles, ceux des secondes à venir, celles qui comptent pour que l'histoire continue. Ding dong, il est minuit pile, c'est aujourd'hui, l'histoire n'est pas finie, celle de l'avenir commence, il est encore temps de remettre les pendules à l'heure. Car nous, les sapiens, au même titre que tous les êtres vivants aujourd'hui sur cette planète, sommes les descendants d'une longue lignée de vie ininterrompue, dont l'histoire a commencé aux alentours du 20 septembre. Au cours de chacune des journées du calendrier qui nous précède, les volcans se sont allumés puis éteints, les mers intérieures asséchées, ouvertes ou fermées jusqu'à notre arrivée. Songez au fait que sur les quelques 100 milliards de femmes et d'hommes dits modernes qui ont arpenté la planète depuis l'apparition de notre espèce, près de 7,7% sont encore debout. Ces 7,7 milliards d'humains encore vivants sont aussi les derniers survivants du genre Homo. Ils vivent là même, et vous. Ils vivent là maintenant et vous en faites partie pour un bref instant, car ramené à l'échelle du calendrier cosmique, la durée d'une longue